On va attaquer avec le sujet du jour, qui est le storage Azure. Donc, avec notre session tout, vous saurez tout sur le storage. Donc, avec cette petite référence culturelle, vous l'avez compris, on va parler du coup de storage. Alors, la présentation rapide, Philippe Didier-Georges, donc moi je suis CTO dans une boîte qui s'appelle Reboot Conseil. J'étais cofondateur du MEC Strasbourg, notamment avec Arnaud, il y a maintenant presque 6 ans. Je suis MVP Microsoft et du coup, vous pouvez me retrouver sur mon Twitter de Phila si vous avez des questions, des remarques, peu importe, ou des questions sur les dinosaures et les poulets. Et voilà pour ma part, donc Arnaud Méchac, je suis leader technique au sein de Baloise Assurance Luxembourg. Donc, comme vous l'avez compris, je ne suis plus à Strasbourg. J'ai cofondé du coup le .NET User Group A, ici au Grand-Duché, et mon petit tuteur, si vous avez des petites questions. Et voilà, donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et de parler vraiment d'Azure Storage, parlons déjà de données. Je pense que l'ensemble de vos entreprises, vous entendez parler de données. Donc voilà, comment choisir la solution appropriée, quels sont les types de données, on va voir ça ensemble. Donc déjà, pour commencer, les différents types de données. Vous avez des données structurées. Ce sont des données qu'on peut représenter sous forme de tables, de colonnes, qui ont des liens entre elles. Je pense que vous êtes tous vraiment très familiers avec ce type de données, assimilables à des données en fait qu'on peut mettre dans des bases de données relationnelles. Vous avez ensuite des données qui sont plutôt semi-structurées. Donc, ce sont des données qui sont aussi cohérentes entre elles, mais vous n'avez pas forcément de structure qui soit rigide et on ne va pas pouvoir les placer du coup dans une base de données relationnelle. Je pense à des JSON, des XML en fait qui s'apparentent vraiment à de la donnée semi-structurée. Puis ensuite, vous avez de la donnée non structurée. Donc là, je pense vraiment à tout type de fichiers. Vous allez avoir des vidéos, vous allez avoir des images, documents et que sais-je. Avec toutes ces données, il va bien falloir en faire quelque chose. Et il va falloir choisir une solution appropriée pour les stocker. Donc bien sûr, la base de données classique, SQL, relationnel, connu de tout le monde. Le NoSQL, plutôt orienté graphe, orienté clé-valeur, orienté document, pas mal de choses disponibles sur la plateforme Azure. Service de cache distribué, Redis pour ne pas le citer. Du partage de fichiers aussi, on aura l'occasion d'en discuter avec cette présentation autour d'Azure Storage, ou bien sûr de l'entrepôt de données. Et alors, pour parler du storage, il faut savoir que le storage, en fait, c'est un service qui existe depuis très longtemps. Hein. C'est pas nouveau, c'était un des premiers services Azure. Pour ceux qui ont commencé au tout début d'Azure, donc moi, j'ai commencé à travailler avec il y a presque 10 ans. Oui, ça fait pas loin, 9 ans, 10 ans. En fait, c'était un des tout premiers services que j'ai utilisé. En gros, j'avais un app service pour héberger mon application web qui scale un peu. J'avais un SQL serveur, une base de données SQL scalable aussi, et du coup un storage pour stocker des fichiers, des données un peu simples. Donc ça existe depuis très longtemps, depuis le début. C'était un des tout premiers services PaaS et serverless d'Azure. Donc on parlait pas encore, c'était pas le gros phénomène, le serverless, mais c'était malgré tout déjà serverless, c'est-à-dire que serverless, vous n'allez pas gérer des capacités en termes de CPU, en termes de mémoire, ce genre de choses. Ça va vraiment être juste vous payer à l'usage. Et vous vous occupez pas, votre service peut scaler x400 à la demande sans que vous ayez besoin de changer des limites, ce genre de choses. Vous allez juste payer en fonction. Ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, Azure Storage, on va voir qu'il y a plein de stockage de données différentes qu'on peut faire, mais ce qui est vraiment les 3 piliers fondateurs d'Azure Storage, c'est de fournir un service pour vos données qui soit durable, c'est-à-dire que vous avez vos données vont pas être perdues, vous allez les conserver dans le temps, elles seront disponibles dans le temps. Disponibles, c'est-à-dire que vous allez avoir des temps de réponse, la disponibilité du service, quels que soient les besoins. Et scalable, tout simplement puisque ça a été conçu dès le départ pour justement avoir des grosses augmentations de volume et que ça se comporte très bien avec. Voilà, donc c'est vraiment conçu pour la montée en charge, et en même temps pour des usages très simples. On va voir que c'est pas cher du tout et c'est vraiment très sympa. Et alors, un des autres points vraiment importants, c'est que dès le départ, le service a été conçu pour être accessible via une API REST. C'est-à-dire que vous allez accéder à vos données, les manipuler, faire toutes sortes d'opérations via une API REST. Vous avez également un SDK qui vient encapsuler tout ça pour faciliter un peu le travail, en fait, avec votre langage préféré. Et on a un petit outil qui s'appelle le Storage Explorer, qui est un petit peu comme un explorateur. Vous allez pouvoir consulter un peu tous les types de données que vous avez dans votre storage et faire des opérations également, on va dire, avec un outil graphique un peu sympa. Alors, je l'ai dit, il y a beaucoup de types de stockage différents, donc je vais laisser Arnaud vous en parler. Exactement, donc différents types de stockage.
voilà, vous avez une représentation ici des différents services et des différents éléments disponibles sur Azure Storage. Donc, on commence toujours par le compte de stockage. Donc, c'est la première chose à créer lorsque vous voulez faire du storage au sein d'Azure. Et à partir du stockage, vous allez avoir différentes options qui s'offrent à vous. La partie blob, plutôt pour le stockage de fichiers. La partie table, pour tout ce qui est structuration de données. La partie queue, file d'attente qui parle plutôt d'elle-même. Et également la partie file sharing. On va revenir tout à l'heure vraiment sur les possibilités offertes par ces différents services. Commençons maintenant plutôt par le stockage pur. Et passons à la prochaine slide. On a, pour commencer, en fait, si comme moi, vous utilisez Azure depuis déjà un temps certain, la première chose que vous avez peut-être faite en allant sur Azure, ça va être d'instancier une machine virtuelle. Donc là, pour l'ensemble de vos disques, vous allez avoir besoin de stocker vos VHD, et ce sera sous forme d'un blob que vous allez pouvoir les stocker. Vous avez également la partie file storage, on va également y revenir. Étendre les possibilités offertes par votre réseau, avoir des partages de fichiers, c'est possible grâce à Azure Storage. Parlons un tout petit peu de la partie archive. Le concurrent direct à Azure là-dessus, ça va plutôt être Amazon Glacier. L'archive, à quoi ça va vraiment servir? Ça va vous permettre de stocker des fichiers d'ordre juridique, des backups, tous ces éléments-là que vous souhaitez conserver vraiment sur une longue durée. C'est des coûts de stockage qui sont vraiment très faibles. On est moins d'1 centime d'euro au gigaoctet pour stocker les fichiers, mais ça vient avec une contrepartie. Vos fichiers, vous êtes obligé de les garder au moins 180 jours au sein de ce tiers archive. Et lorsque vous voulez y accéder, si vous avez besoin d'y accéder, vous avez un coût qui est plus haut par rapport à du stockage chaud ou du stockage froid sur lequel on reviendra tout à l'heure. Donc voilà pour la partie vraiment stockage pur. Après, pour les différents services qui sont à votre disposition, on l'a vu tout à l'heure, la partie blob storage vraiment pour les fichiers, table queue, et également la partie hyper computing, et on s'étendra tout à l'heure avec Philippe davantage au sujet de cette possibilité offerte. Ouais, là c'est vraiment, en fait, on remarque que par rapport au service qu'on vous avait montré avant, il n'y a pas la partie file share, tout simplement parce que là, c'est les services qui sont accessibles via l'API REST et le SDK. Le file share, c'est un cas particulier. Donc, on va voir juste après. Et donc, on va dire qu'au-dessus de toutes ces capacités qui vous permettent de développer vos solutions, vous avez des services qui sont vraiment des services SaaS, des services plus haut niveau qui sont à disposition. Alors, le premier, c'est Avere VFXT for Azure. Donc là, l'idée, en fait, c'est juste de vous permettre de mettre en place une extension de votre stockage. Si vous avez un NAS, par exemple, un service de NAS local de partage de fichiers avec du SMB ou du NFS, de faire une extension virtuelle parce qu'à un moment, vous avez besoin de stocker beaucoup de fichiers, vous n'avez pas envie d'étendre votre infrastructure locale, vous pouvez en fait faire une extension virtuelle, avoir une architecture hybride avec ce service en faisant une extension sur Azure et monter avec des bases, il va pouvoir gérer en fait des bases de plusieurs pétaoctets, donc voilà, quelque chose de très puissant. Ensuite, Azure Backup, là, c'est vraiment un service qui va vous permettre de simplifier la gestion de toutes vos backups de façon, oui, c'est hyper simple en fait, c'est-à-dire que vous allez pouvoir gérer vos sauvegardes de bases de données SQL, Postgre, Sapana, etc., de gérer les sauvegardes de vos machines virtuelles, de gérer les sauvegardes de vos partages de fichiers. Donc tout ça très simplement, puisqu'en fait ça se fait depuis le portail Azure. Vous mettez une stratégie avec une récurrence et ça va vous permettre de gérer ça très simplement. Vous avez ensuite le service Azure Data Share. Donc là l'idée c'est de dire on voit déjà quand on parle de storage plein de types de stockage différents, on va avoir plein de points de stockage différents et ça devient vite compliqué en fait de gérer quand vous avez beaucoup de monde qui doit accéder avec différents niveaux de droit. Donc pouvoir gérer le partage, c'est un service Azure Data Share qui vous permet de centraliser tout ça et en fait de gérer votre stratégie de partage un petit peu de vos différentes données, de différents points d'entrée, en vous basant sur vraiment, par exemple, votre annuaire d'entreprise, pour tout ce qui est en interne, mais aussi vers l'externe, vers des fournisseurs, des partenaires, etc. Et enfin, le dernier qui est vraiment le plus haut niveau, puisqu'on monte encore d'un cran, j'ai envie de dire, par rapport au service storage de base, c'est les Azure Databox. Azure Databox, on a carrément, en fait, c'est une offre matérielle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir louer sous forme de serveurs ou de petits disques SSD ou disques durs que vous installez sur vos machines en local. Ça va vous permettre de gérer, en fait, quand vous avez beaucoup de transferts qui doivent aller de données de votre infra local vers Azure,
de gérer en fait ces transferts pour vous, de gérer la bande passante, voilà. Donc c'est tout un service qui est associé avec vraiment, on est carrément avec du matériel mis à disposition. Donc on a encore monté un cran au-dessus puisque là on part de Azure pour descendre jusqu'à un device que vous allez installer sur votre réseau chez vous. Donc voilà, ça c'est vraiment les services, on va dire qu'on pourrait utiliser au sein de l'entreprise, mais on s'est éloigné vraiment du sujet du jour puisque le sujet du jour, pour nous, ce qui va nous intéresser, c'est les développeurs. Et donc, on va voir pourquoi les développeurs adorent le storage. Et commençons vraiment par rentrer dans le détail des différents services, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, le premier, le file share, très simple. Ce que j'apprécie beaucoup avec Azure Storage, en fait, c'est finalement la structure. Vous allez retrouver exactement d'un service à un autre, au niveau du storage, la même structuration finalement. On va commencer toujours par une entité maître qui est le compte de stockage. Ici, pour le file share, ce qu'il vous suffira de faire, c'est de créer un partage, en fait, au sein du portail Azure. Et ce partage, vous allez pouvoir le monter sur du Windows, sur du macOS, ou bien sur du Linux, avec le protocole SMB, à disposition sur votre OS. Il vous suffira de créer des dossiers, d'y injecter des fichiers, tout très simple, très simple. En plus du SMB, il est également disponible, et Philippe le disait tout à l'heure, à travers, en fait, l'API REST, http://storageaccount.file.core.windows.net/ le nom du portage que vous avez créé, et vous aurez accès à tout un tas d'opérations sur votre système de portage. Ensuite, deuxième type de stockage, c'est le table storage. Donc, en fait, comme son nom l'indique, on va stocker des tables de données. Donc, c'est une base de données, mais vraiment simplifiée au maximum. C'est-à-dire que vous avez des tables et pas de relations. Donc, en fait, on démarre au niveau de notre compte de stockage. Et dedans, on va déclarer différentes tables. Donc ici, par exemple, des bières et voilà des tests, des reviews dessus. Et ensuite, donc on a une table qui est la table de nos bières. Et d'avoir ensuite, pour chaque ligne, en fait, ce sera une entité. Et donc, en fait, on va retrouver là dans les champs que je vous ai montrés, que vous voyez à l'écran, on a 3 champs qui sont inclus de base, en fait, qui sont le partition key, le row key et le timestamp. Donc, timestamp, c'est rempli automatiquement, c'est dès que vous faites une modification dessus. Partition key et row key, en fait, vous allez pouvoir les configurer et ça va vous permettre de mettre une classification, de faciliter, on va dire, le requêtage. Quand vous avez beaucoup de données différentes, si par exemple, vous mettez, je sais pas, un partition key quand vous êtes dans une liste de bières pour les bières françaises, les bières belges, les bières de chaque pays, vous mettez un partition key particulier pour chaque pays et ça vous permettra de faire un filtre plus rapidement en fait sur les bières françaises par exemple. Donc voilà, une fois que vous avez ça, de toute façon vous pouvez tout manipuler encore une fois via l'API, via le SDK avec un modèle d'URL qu'on retrouve qui est toujours le même. Donc on accède par le storage account, mais on est sur un service table.core.windows.net et ensuite on donne le nom de la table et on peut faire toutes les opérations ensuite. On passe donc du coup au QStorage. Là-dessus, je pense que vous êtes aussi très familier en tant que développeur sans doute avec ces architectures aujourd'hui microservices et un service tel que QStorage vous rend justement de nombreux services. Donc vous avez des queues qui est possible de créer sur votre compte de stockage et vous allez pouvoir publier les différents messages en fait qui vont être interprétés par vos microservices au sein de ces différentes queues. Alors il existe toute une panoplie en fait d'éléments sur Azure, toute une panoplie de services qui vous permettent de mettre tout ça en œuvre. Ici, on a quelques limitations. Donc, c'est un format qui est libre au niveau des messages. Vous avez 64 kilooctets maximum de données stockables au niveau du message. Et votre message est également conservé un maximum de 7 jours au sein du QStorage. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez simple pour commencer pour vos architectures orientées événements. Et toujours, le requêtage via API disponible. Et donc enfin le blob storage qui est pour nous le plus complet, qu'on a appelé le couteau suisse. Alors on retrouve sur la base le même principe, c'est-à-dire que on va avoir notre compte de stockage. Cette fois-ci, on va déclarer des conteneurs de blob et en fait on va pouvoir aller mettre tout type de fichiers, tout type de données dessus sous la forme de blob. Donc là en l'occurrence, on l'utilise par exemple pour on voit stocker à la fois des images, des vidéos. En fait, il n'y a pas vraiment de souci. On pouvait gérer des très gros fichiers comme des petits. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est vraiment couteau suisse parce qu'en fait, on va avoir tout un tas de fonctionnalités très nombreuses qui viennent se greffer sur ce type de storage particulier.
Donc, parmi les fonctionnalités, on va avoir, par exemple, pas mal de fonctionnalités qui sont faites spécifiquement pour les besoins pour le web, pour l'hébergement et le partage de données pour le web. Donc, le fait, par exemple, de dire vous avez votre blob, ça vous permet de partager des fichiers, les mettre à dispo, par exemple des images, des JS, des CSS pour un site. On va pouvoir très facilement, vraiment en quelques clics, mettre en place un CDN devant, donc Content Delivery Network, qui va être un cache en fait, qui va nous permettre d'être très très performant pour délivrer des ressources statiques qui sont appelées très régulièrement, et du coup de libérer un peu, de libérer comme ça notre blob. On va pouvoir mettre sur notre blob un domaine personnalisé, donc faire pointer, par exemple, quand vous voulez partager des fichiers, un domaine personnalisé pour pas qu'on accède directement avec l'URL que vous avez vu, blob, API, ce genre de choses. Et une fonctionnalité d'hébergement de sites web statiques, donc type comme les GitHub sites, ce genre de choses, ou quand maintenant, aujourd'hui, vous avez des sites web qui sont faits en Angular, en React, ce genre de choses, au final, on va générer un fichier statique qui sont des HTML, JS, JavaScript et CSS. C'est ces fichiers-là qui sont chargés par le navigateur et on n'a pas forcément de traitement en back-end puisqu'on a une API juste qui va servir pour les données, mais toute la partie site peut être hébergée sur ce qu'on appelle un site statique, donc juste des fichiers statiques qu'on peut mettre sur notre blog avec un CDN et du coup, on n'a même plus besoin de machines en back pour traiter en tout cas les demandes du front. Après, sur des fonctionnalités un peu plus avancées, on va pouvoir mettre tout un tas de fonctionnalités sur la protection des données qu'on a sur nos blobs, mettre en place de la réplication, donc ça on rentre un peu plus en détail après. On a une gestion de cycle de vie, donc comme il y avait le cas pour les queues, forcément ça fait partie du truc, mais vous allez pouvoir mettre en place un TTL, donc une limite au bout de laquelle votre donnée de tel conteneur ne sera plus valable, donc on peut l'effacer ou l'archiver, ce genre de choses. On va pouvoir très facilement greffer également un service Azure Search dessus, donc pour avoir de la recherche vraiment très performante assez vite. On a le service Azure Data Lake Storage, donc en fait le fait de mettre en place un data lake, on va pouvoir agréger, traiter énormément de fichiers, de données, donc qui se basent en fait sur Blob Storage. Et après, on a les access tiers froid ou chaud en fonction de l'usage que vous avez besoin ou du coup, si c'est des usages fréquents avec beaucoup des besoins forts en performance, plutôt des trucs chauds, un accès chaud ou sinon accès froid pour ah oui, accès chaud comme une baraque à frites. C'est effectivement une session qu'on avait donnée pour un événement belge il n'y a pas longtemps. Donc, on a fait un petit clin d'œil aux Belges. Voilà, pour la baraque à frites. Donc, voilà pour le blob storage. On va rentrer un petit peu dans les fonctionnalités avancées plus en détail. Tout à fait. Et quelque chose que j'apprécie vraiment particulièrement avec l'ensemble des services d'Azure, pas seulement avec Azure Storage, c'est finalement toutes les possibilités qui sont offertes aujourd'hui avec l'interconnexion de ces services entre eux. Ici, si on prend l'Azure Storage plus particulièrement et la partie blob, vous avez une intégration directe avec EventGrid. Donc à partir du moment où des blogs vont être créés, des blobs vont être modifiés, des blobs vont être supprimés, ce sont des événements qui vont être directement publiés sur EventGrid. Et depuis EventGrid, vous allez pouvoir utiliser ces événements à travers d'autres services. Donc, c'est une des possibilités offertes directement au sein de ce service Azure Storage. Vous avez quelque chose aussi au niveau d'Azure Function, un des services que j'apprécie tout particulièrement, ce sont des triggers qui sont à votre disposition. Donc, sur l'ajout ou de la modification de blob, vous allez pouvoir déclencher du code, mais également sur l'ajout d'un message au niveau d'une file d'attente. Donc, très facilement, en fait, sans avoir besoin de mettre un quelconque mécanisme en place, tout est disponible pour vous à travers les SDK. Il va pouvoir réagir en fait sur des événements du storage, ce que je trouve vraiment plutôt puissant en fait au niveau d'Azure Storage. Alors un autre service, c'est HPC Cache. Alors là, c'est un cas que vous n'avez pas forcément tout le temps, mais qui est intéressant de comprendre. Puisqu'en fait, vous aurez dans certains cas qui nécessitent de très très grosses puissances de calcul avec des énormes débits. En fait, ce service-là qui va permettre de répondre en fait à ces besoins spécifiques. Donc, avec une très très grosse base de fichiers, d'avoir un cache avec une très faible latence et de pouvoir vraiment faire une montée en charge très forte. Vous avez ce service donc qui va vous agréger avec le storage, pouvoir répondre dans ce type d'infrastructure où vous aurez beaucoup de machines qui tournent en parallèle avec des VM scale set et des clusters. Et donc, par exemple, dans les cas, typiquement, pour vous donner un petit peu un exemple, c'est si vous avez des rendus d'effets visuels en temps réel. Donc, par exemple, vous regardez un match de football aujourd'hui,
de Ligue 1 ou du monde, peu importe, vous avez souvent des ralentis qui sont calculés avec des petits graphes, des trajectoires, ce genre de choses. C'est des rendus qui sont faits vraiment en temps réel sur des images très haute définition avec différentes caméras. Tous ces calculs-là nécessitent énormément de puissance et voilà, beaucoup se repose sur beaucoup de données très lourdes puisque c'est de la vidéo très haute définition. Typiquement, c'est un cas où on va pouvoir l'utiliser pour des analyses pharmacologiques, des analyses de marché financier. Il y a beaucoup de données également pour sortir des tendances, des traitements de données machine learning. Tout ça, en fait, vous allez pouvoir le mettre en place grâce au storage. Et voilà, il y a tout un tas de choses qui vont vous permettre de traiter des gros nombres de fichiers, des gros volumes de fichiers en faisant des agrégations base de namespace pour voilà, faciliter l'exploitation de vos datasets, voilà, et supporter aussi des architectures hybrides en mixant des ressources que vous avez en physique ou sur d'autres clouds avec des ressources que vous avez ici. Voilà, donc c'est très puissant, ça va être utilisé dans ce cas d'utilisation très particulière. Et bien sûr, là, ça coûte un petit peu plus cher quand même. Parce que vous avez une grosse ressource. Passons à la question pour la certification. Donc, retenez bien toutes ces informations. Donc, sachez déjà que les données, en fait, d'un point de vue disponibilité, et pour assurer justement également la durabilité et la scalabilité, vos données sont répliquées 3 fois. Maintenant, comme on vous a sans doute donné envie de créer votre compte de stockage sur Azure, si vous allez sur le portail Azure et que vous commencez à créer votre compte de stockage, on va vous demander une information, on va vous demander comment vous souhaitez redonder vos données. Et là, vous allez voir un ensemble de termes, et si vous ne savez pas à quoi ils correspondent, ça risque d'être difficile pour vous de faire le bon choix. Donc, je vais essayer de vous expliquer vraiment quel est le bon choix pour vous. Donc, vous savez qu'au niveau d'Azure, vous avez des régions. L'Europe de l'Ouest, l'Europe du Nord. Les régions font souvent de pair. Vous allez avoir l'Europe de l'Ouest avec l'Europe du Nord. Et par région, en fait, vous allez avoir un certain nombre de data centers ou appelés zones. Donc, à partir de ces différents éléments de vocabulaire, je pense que vous êtes en mesure déjà de distinguer un peu mieux à quoi correspondent en fait ces différents termes. Donc, localement, assez simple, votre donnée, sur un emplacement physique, elle est redondée 3 fois. Pas de problème. Interzone, ce n'est pas disponible pour toutes les régions Azure, seulement pour certaines. C'est que votre donnée, en fait, elle va être dispatchée à travers les 3 zones ou les 3 data centers en fait de la région. Géoredondant, en fait, votre donnée va être redondée de manière asynchrone en fait sur la région secondaire. Et la géoredondance interzone, c'est on va prendre l'interzone que je viens de vous expliquer. Donc votre donnée est disponible 3 fois sur les 3 data centers, sur les 3 zones d'une région, puis est redondée de manière asynchrone sur la région secondaire. Voilà. En plus, vous avez entre parenthèses RA, qui va nous signifier le read-only access, qui vous permettra sur la région secondaire de pouvoir consulter en read-only les différentes données que vous avez qui ont pu être répliquées. Voilà, c'est très simple. C'est très simple, mais mine de rien, quand tu dois faire le choix, c'est simple. Ok, donc dernier, allez, promis, c'est le dernier slide vraiment théorique, mais il y a beaucoup de choses à voir. Sur les aspects de sécurité, il y a encore une fois beaucoup de choses, beaucoup de possibilités qui sont offertes avec le storage. Déjà en termes de sécuriser vos données, dans un premier temps, ça va être de donner les accès. Vous allez pouvoir gérer vos accès soit par clé unique, donc vraiment des clés quand vous accédez à l'API, soit avec une gestion de clés signées partagées. Vous allez vraiment pouvoir générer des clés et les diffuser. Vous avez la possibilité également de mettre des endpoints de connexion privés, donc en fonction de l'usage que vous avez. Hein. Vous avez la possibilité d'activer Azure Defender, donc Azure Defender qui est en fait un espèce d'antivirus, anti-malware qui va s'assurer que, en fait, à partir du moment où vous stockez des fichiers, que vous n'allez pas avoir des trucs un petit peu malveillants, que vous stockez et que vous pourriez mettre à disposition d'autres personnes pour avoir un petit code malveillant qui va se diffuser. Là, vous allez pouvoir gérer vos accès, enfin les accès en tout cas, la sécurité de vos accès aux données via Azure AD avec la gestion de vos comptes sur le portail. Et vous avez également la possibilité de définir des stratégies et des règles en termes de cross-domain access, donc de CORS, pour chaque type de storage en fait, et chaque endpoint, vous allez pouvoir vraiment définir la sécurité à ce niveau-là. Donc pour accéder par exemple depuis des applications, depuis d'autres domaines, etc.
Côté des fonctionnalités avancées qu'on a encore, donc la possibilité d'activer ce qui est le large file share, donc pour vraiment stocker des très très gros fichiers. Typiquement, vous allez vraiment stocker tous les disques durs de vos VM, les sauvegardes, c'est des très gros fichiers. Voilà, ça peut être intéressant. Le support de NFS v3 pour effectivement les partages de fichiers. Le cryptage, il faut savoir que vos données qui sont stockées sont cryptées, en tout cas physiquement sur les disques durs. Et vous pouvez choisir que en fait la clé de cryptage, les clés de cryptage soient gérées par Microsoft, donc générées par Microsoft. C'est ce qui est de base, ou alors même utiliser vos propres clés personnelles. Vous avez également la possibilité d'activer des fonctionnalités de firewall et de réseau virtuel. Donc firewall, simplement par rapport à sécuriser les accès entrants. Mais sur la partie réseau virtuel, c'est quand vous êtes dans le cas où justement vous donnez accès à une VM, c'est d'avoir un accès qui est direct, qui ne passe pas par une API qui repasse à l'extérieur, mais c'est vraiment du réseau virtuel direct avec votre storage. Et ensuite, toute la partie géoréplication, donc on en a parlé rapidement, et la gestion de logs également, quand on a besoin dans ce cas-là, quand on a des accès concurrents sur les données, des fois on a besoin de pouvoir gérer des logs, donc c'est tout à fait possible. Voilà, donc ça c'est la fin de la charge théorique, mais qui est importante quand même parce que c'est vraiment très large sur ce qu'on peut faire. Ce qu'on propose, c'est de passer à une vision, un cas pratique, pour vous montrer un petit peu voilà, la mise en pratique de tout ça. Donc, je vais passer ici, voilà. Voilà, donc c'est un petit projet qu'on a réalisé notamment pour quelque chose de très connu en Wallonie, toujours en Belgique, hein, le Baraki. Le Baraki, vous avez ici la présentation de la page d'accueil par Philippe. Donc c'est un site, comme c'est indiqué, qui va vous permettre de pouvoir consulter en fait des avis sur des bières. Donc, si on passe vraiment à la page Reviews, on va voir un ensemble de bières. Donc vous avez quelques commentaires plutôt sympathiques qui ont déjà été postés en fait par nos différents utilisateurs. Si on clique justement sur une bière, vous allez avoir son statut approved et on verra d'où viennent ces données un petit peu plus tard. Pour faire le lien avec la session précédente, vous avez de la reconnaissance en fait de ce qui a bien pu trouver sur la photo et également peut-être un petit commentaire. Les filous sont toujours les meilleurs là en l'occurrence, posté par l'utilisateur. Et vous avez bien sûr la possibilité offerte directement sur le site web de publier vous-même en fait votre bière et de pouvoir justement avoir une reconnaissance automatique en fait de ce qui se trouve sur l'image avec justement les différents services qu'on va vous présenter dans les prochaines secondes autour de l'architecture. Donc là, au niveau de la reviews, vous voyez que ça a été rejected. On va aller voir pourquoi. Ça a été rejected. Alors, passons à l'architecture. Comment est-ce qu'on a pu mettre ça en œuvre? Donc, la plateforme que vous avez pu constater ici, ça a été un site web. Ce site web est hébergé sur Azure Web App. C'est un site en ASP.NET Core, .NET 5. Tout est fonctionnel, disponible sur la plateforme Azure, aucun souci. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est allé voir sur la page Reviews, vous voyez que vous pouvez poster en fait par vous-même une image, vous allez pouvoir poster un commentaire. Donc, lorsque vous publiez l'image, cette image va partir dans un blob storage, va être stockée. Une fois que l'image est stockée, on va sur un table storage totalement à l'opposé de ce graphique, stocker la description plus le lien vers le blob. Une fois qu'on a stocké ces informations au niveau de table storage, on va envoyer un petit message au niveau de queue storage indiquant qu'une nouvelle action a été réalisée, un nouveau post, une nouvelle review a été postée, pour que Azure Functions, et finalement on fait le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, Azure Functions va se mettre en œuvre grâce justement à un trigger et va déclencher un appel à Content Moderator et à Computer Vision pour analyser d'une part le commentaire qui a été posté, la description, pour éviter les grossièretés éventuellement, et pour vérifier si vous avez bien posté en fait une bière, puisque c'est ce qui nous intéresse. Dès lors que ces informations ont été récupérées de ces différents Cognitive Services, on va mettre à jour notre table storage avec ces informations et directement en lien avec notre Azure Web App, vous allez pouvoir consulter en fait la review, si tout a été validé. Si ça a été validé automatiquement, vous allez directement pouvoir consulter en fait le résultat de votre validation sur la page reviews du site web.
En termes de coûts, voilà, juste un tout petit coup d'œil au niveau des coûts avec un tableau. Donc vous êtes sur une solution ici à 47 € à peu près par mois pour tout ça. Donc, au niveau du blob storage, il a fallu faire quelques estimations par rapport à tout ça pour pouvoir vraiment estimer en fait ces 47 €. Donc, on a considéré qu'on avait 150 nouvelles bières par mois, 10 000 consultations par mois et une centaine approximativement d'utilisateurs simultanés. Ce qui nous donne au niveau du blob storage en fait des coûts estimés à justement des coûts de stockage et des coûts d'accès en fait à ce blob estimés à peu près 4 centimes. Au niveau de table storage, on estime ça aussi à peu près à 4 centimes, le coût de stockage de ces différentes informations. Au niveau de cube storage, allez, aussi à 4 centimes, le coût de stockage des différents messages. Azure Functions, on est sur un consumption plan, donc du coup, ça ne vous coûte rien puisque vous pouvez avoir jusqu'à 1 million d'exécutions. Ici, on est sur un très faible nombre d'exécutions, donc aucun souci. Finalement, vous remarquez ce qui coûte le plus cher, 46,17 €, c'est l'Azure Web App, c'est l'App Service en tant que tel. Azure Cognitive Services, on a une version gratuite sur certains aspects. Sur d'autres, vous voyez que ça ne coûte pas vraiment plus cher. Donc là, je vais laisser la parole à Philippe, on a réfléchi. Et ouais, parce qu'en fait, par rapport... effectivement, comme tu as dit, on est parti sur ces volumes-là en termes de consultation, d'ajout de bière et d'utilisateurs. Et au final, on a le problème, c'est que notre site, on l'a lancé d'abord en Belgique et comme c'est des grands fans de bière en Belgique, on a eu beaucoup de succès. Et au final, on s'est retrouvé avec une charge qui était plutôt de 3000 nouvelles bières chaque mois. Et comme on a tous les Belges en fait qui ont pris l'habitude d'aller avant l'apéro consulter un peu les reviews, en fait, on s'est retrouvé avec 30 millions de consultations de pages par mois de review et jusqu'à 1000 utilisateurs en simultané quand vraiment c'est le vendredi soir et que c'est le pic. Donc du coup, ça a eu un impact quand même sur notre archi et sur les consommations de nos services. Les principaux impacts, donc on les voit, on a eu une petite augmentation au niveau table storage, queue storage, mais qui est encore mesurée. Au niveau du blob, ça a quand même bien augmenté puisqu'on était à 4 centimes, on passe déjà à 34. Et en fait, on se rend compte que ça vient principalement du chargement de toutes les images, puisqu'en fait, les images, on les met à disposition via le blob storage. Et au final, toutes ces consultations, l'affichage des images, ça fait pas mal de transactions. Et au final, c'est les transactions qui nous coûtent plus que le stockage. Et l'app service, forcément, puisqu'on a des pics quand même qui étaient importants, même si on commence à optimiser un peu au niveau de notre code, faut quand même que la machine elle arrive à suivre au niveau des demandes pour monter à 1000 utilisateurs simultanés. Donc on a dû augmenter la capacité et du coup c'est vraiment les 2 points qui augmentent le plus. Et surtout, comme on est en train de penser à étendre ça, vraiment de faire des opérations de com un peu partout pour s'étendre dans le monde entier, on voit que c'est un problème parce que ça augmente quand même vite. Alors déjà, première chose, on s'est dit, il y a une optimisation parce qu'on ne s'est pas posé la question. Au niveau du storage, ça coûte pas cher, on y allait, c'est bien, mais on se dit, la partie blob, ça augmente quand même assez vite. Au final, c'est des ressources statiques. On l'a dit, c'est vraiment en 2 clics, on met en place un CDN. Donc déjà, rien que le fait de mettre en place ce CDN, quel est l'impact? On voit que au final, d'être à 34 € pour la partie blob storage, on descend à 25 et ça va pas monter plus parce qu'au final, c'est le CDN qui prend tout. Et l'avantage, c'est qu'en fait, le CDN, on l'a mis en place même comme on était assez large, c'est juste, vous allez payer par rapport au stockage, pas par rapport aux transactions. Donc, on a pris 10 gigas et on a mis en gros des endpoints de notre CDN en Europe, aux US et en Asie. Et pour ces 3 endpoints, avec 10 gigas, 10 gigas et 10 gigas, on s'en sort à 3,74 € par mois. Et là encore, on peut faire x10 au niveau des débits, ça n'augmentera pas. Donc là, on est tranquille, on a quand même déjà bien optimisé, mais le problème qui reste, c'est la partie app service. Et là, on est un petit peu embêté parce qu'on se dit, mais c'est génial, il y a effectivement la notion de static website, mais c'est dommage parce qu'on a fait notre application en ASP.NET Core, on l'a pas fait dans Angular, ou d'autres applications JS. Mais c'était sans compter du coup avec ASP.NET Core de 3 points et ASP.NET Core 5 depuis, où on a Blazor. Donc déjà on a pour voir l'application, donc là je l'ai l'application ASP.NET Core classique. Donc c'est simplement il n'y a pas de partie JS, c'est
c'est directement les requêtes au serveur. Voilà, on voit qu'il y a les requêtes à chaque fois, ça part. Et donc, c'est la même application qui tourne avec ici une onde pending. Et alors, passer en Blazor, en fait, ce qui est bien, c'est que Blazor, du coup, c'est vous allez faire tourner des applications .NET sur le client en se basant sur les WebAssembly, en fait, qui est un standard du web qui est maintenant bien supporté globalement au niveau des navigateurs récents. Et donc, du coup, en fait, c'est basé sur ASP.NET Core. Donc, quand vous avez votre application ASP.NET Core, au départ, on a le programme.cs qui charge le startup, où on va charger nos différents services, dire qu'on fait du MVC, mettre la configuration de nos routes, etc., etc. Ensuite, ça fonctionne. Les routes sont rattachées à des contrôleurs, avec le review controller, qui ont des méthodes qui sont elles-mêmes attachées à des vues, etc. Bon. L'avantage, c'est qu'en fait, ce code-là qu'on avait fait, qui nécessitait d'avoir un serveur et une machine qui est capable de faire ces calculs, mais en fait, en passant sur un projet Blazor, qu'est-ce qui va changer? On va en fait avoir un programme.cs, on n'a pas de startup, mais ce qu'on va utiliser, c'est un WebAssembly Host Builder, dans lequel on va construire après une app et voilà. Alors, comment ça se passe? Parce que c'est quand même du C#. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir donner au navigateur du C# pour qu'il fonctionne? Ben, en fait, c'est simple, vous mettez des fichiers statiques à disposition, dont un index.html, et tout ce que vous avez, c'est un placeholder app, et on va charger en fait un fichier JS qui s'appelle blazor.webassembly.js. Ce fichier, il va nous charger toute la librairie WebAssembly pour le .NET, ASP.NET Core, toutes les librairies dont on a besoin chez notre client, et démarrer ce programme.cs qui va aller chercher le composant app et bootstrapper mon application dessus. Ensuite, on ajoute nos services. Donc là, en l'occurrence, mon review provider, qui est mon service pour accéder aux données. Et donc, qui est mon service pour accéder à mon API. Du coup, je récupère tout mon code derrière. Donc, je récupère mon service reviewprovider.cs que j'avais sur l'autre projet. Et simplement, après, je vais définir des pages. Donc, en fait, c'est des .razor page, où je vais avoir à la fois la partie code que j'avais dans mon contrôleur et à la fois la partie template avec l'affichage. Donc, comment ça se passe? Si je vais par exemple sur le détail d'une review, en fait, j'ai là la configuration de ma route, donc détail /l'id. J'ai ensuite mes using, j'injecte mon instance de review provider. Là, j'ai la partie template et en fait, en bas, je dis simplement on initialize async, donc le code que j'avais dans le contrôleur avant, qui est le reviewprovider.getReviewAsync, qui est rattaché ensuite à ma propriété review que j'utilise dans le template. Résultat, hop, je me retrouve avec une appli en WebAssembly qui va tourner. Ce sera la même application. Je récupère vraiment. L'opération se fait vraiment là, elle est assez simple. Ça a pris juste quelques heures, encore 2 heures grand max. Mais vous pouvez vraiment facilement basculer du coup sur une appli statique, puisque là, tout ce que j'ai derrière, c'est vraiment des fichiers statiques. J'ai plus besoin d'avoir mon serveur qui tourne derrière. Et résultat, comment ça se passe après? Quand je suis sur Azure, tout ce que j'ai à faire, en fait, si je vais sur mon compte sur mon ressource group, j'ai mon storage ici. Et dans mon storage, en fait, je suis allé dans la petite fonctionnalité qui est ici, qui s'appelle Static Website. Et en fait, je l'active, je mets Enable, et en fait, il me crée automatiquement un dossier sur mon storage qui s'appelle $web, dans lequel je vais déposer les fichiers de mon application. Dans la partie framework, vous retrouvez ici la partie JSON, enfin tous les fichiers JS, blazor.webassembly.js, etc. Et donc, ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il me crée automatiquement un endpoint. Je lui dis mon fichier d'entrée sur l'index.html, et donc, je peux accéder comme ça, juste à déposer en fait mes fichiers générés sur le storage, et j'ai tout le service qui gère automatiquement, et j'ai mon service qui tourne. Si vous regardez, il n'y a pas de requête au serveur, en fait. On fait juste des requêtes à l'API Table Storage et Blob Storage pour récupérer les infos, mais on n'a plus du tout de stockage côté serveur. Quel est le résultat au niveau de notre solution? En faisant ça, en fait, on supprime purement et simplement notre app service en mettant devant un Azure Static Web App. Résultat, on tourne, on passe en fait à 0 là-dessus, et ça tombe bien puisque la partie Static Web App est déjà intégrée dans notre blob, donc ça nous coûte pas plus cher. Résultat, pour le volume qu'on a ici, on va tourner à 21 € par mois, au lieu donc des 206 € qu'on avait tout à l'heure, voire même 250.
Et surtout, on va pouvoir accepter encore mieux s'il y a encore des grosses montées en charge, on va être beaucoup plus flat au niveau des prix. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on aurait peut-être pu le faire tout de suite, au lieu d'avoir 60 € par mois quasiment au départ, en appliquant en fait cette stratégie, enfin 47 €. En fait, on peut faire tourner la même chose pour 1 € par mois et supporter du coup sans problème cette charge-là. Donc voilà, on voit que c'est quand même les capacités offertes sont quand même plutôt intéressantes. Voilà, mais c'est pas tout. C'est pas tout, effectivement. Donc là-dessus, supposons que notre Baraki, en fait, souhaite s'exporter vraiment à l'international. On a peut-être besoin, en fait, d'une base de données qui soit un peu plus robuste et qu'une base de données qui soit vraiment distribuée. Et là, au niveau d'Azure, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Cosmos DB. En plus, depuis peu, maintenant, vous avez un free tier, en fait, qui est à votre disposition. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir transformer notre solution? Là-dessus, je vais vous passer directement sur mon écran et je vais vous montrer au niveau de votre portail Azure comment vous allez très facilement pouvoir basculer, en fait, du table storage vraiment à cette partie Cosmos. Donc là, on est sur le portail Azure. Alors attends, parce que je pense qu'il faut que Maud te bascule ton écran. Ah. Sur ton partage. Ouais, voilà. Ah non, ça c'est le mien. Yes, c'est ça. Ok. S'il veut bien charger. Il a décidé d'être particulièrement lent aujourd'hui. C'est pas bien grave. Alors, au niveau du portail, bon, l'idée, c'est vraiment de vous montrer, on a fait tout un refactoring, en fait, au niveau de la solution. C'est vrai que passer, en fait, d'un storage Azure Storage vers, justement, la partie Cosmos, ça se fait en faisant quelques manipulations. Donc, le code a vraiment été adapté pour pouvoir basculer tout ça facilement. Donc, ici, j'ai mon compte de stockage et je souhaite basculer vers la partie Cosmos. Donc, pour ça, je vais aller récupérer vraiment la chaîne de connexion au niveau de Cosmos DB, qui va me permettre d'être utilisé au niveau de mon Azure Functions et de mon Azure App Service. Donc là-dessus, je vais sur mon Quick Start et je vais aller récupérer vraiment ma chaîne de connexion qui va me permettre de basculer en fait sur cette partie Cosmos. La peau meublée. Vous voyez, c'est particulièrement lent. Je suis vraiment désolé. C'est vraiment l'effet démo. Bon, l'idée, c'est de récupérer cette chaîne de connexion et c'est ensuite de la basculer vraiment dans la partie configuration en fait de votre Azure App Service. Si c'est vraiment trop lent, on va prendre ça en considération. On va considérer que ce soit fonctionnel. Donc, vous avez sur Azure App Service en fait votre partie configuration, l'ensemble de vos paramètres en fait qui sont disponibles. Et que vous pouvez renseigner, et pareil sur Azure Functions. Donc, il suffit de prendre vraiment votre partie, votre chaîne de connexion ici sur la partie Cosmos DB, pour ensuite la renseigner sur la partie configuration de votre Azure App Service, l'injecter. Votre site va redémarrer à partir du moment où vous allez lui renseigner cette chaîne de connexion, et tout sera disponible en fait comme avant. On va dire le gros bénéfice que vous avez par rapport à ça, c'est que le SDK en fait que vous utilisez pour Azure Table Storage est également compatible avec Cosmos DB. Donc vous n'avez aucune modification de code à faire, tout est directement disponible. Donc vous avez ici notre connection string qui apparaît. Donc ici, vous voyez qu'au niveau de l'account name, en fait, on a la partie storage qui est disponible. Il suffit de la remplacer en utilisant la partie Cosmos. Tout ce que j'ai à faire, c'est ça, de cliquer sur OK, de cliquer sur Save, et là, votre site web, en fait, va directement redémarrer en se câblant sur Cosmos DB, et vous n'allez plus avoir de soucis. Vous avez quelque chose qui est scalable et qui soit disponible en utilisant vraiment Azure Cosmos DB. Je te repasse la main, Philippe. On peut attendre une minute le temps que ça change pour montrer quand même, parce que effectivement, donc là, tout ce que tu as eu à faire sur notre code, c'est en fait, on n'a même pas touché au code, c'est-à-dire que juste dans la partie configuration,
on change la connection string pour passer du table storage vers Cosmos. Et en fait, on va pouvoir comme ça être transparent au niveau de notre code, de le faire de façon instantanée, et derrière, ça va nous permettre de prévoir des scénarios un peu plus évolués, puisqu'on va pouvoir s'appuyer sur Cosmos DB pour faire des choses un peu plus poussées, puisque c'est là où c'est l'avantage, c'est que dans notre cas précis, justement, on a des usages assez simples, que ce soit au niveau du stockage des données, que ce soit au niveau des queues. Donc, le storage est vraiment la solution et nous permet de faire quelque chose vraiment pas cher du tout et qui répond à notre besoin. Mais si demain on a besoin d'un complexe, du coup, c'est pas du tout un frein. Au contraire, ça se fait très simplement. Exactement. Donc là, on est basculé. Vous vous rappelez que tout à l'heure, on avait davantage de bières en fait qui étaient disponibles. Là, j'en ai laissé qu'une seule en fait sur notre base Cosmos. Donc, vous pouvez me faire confiance sur parole. Ici, ce qu'il affiche, on peut aller voir dans Cosmos s'il veut bien réagir un peu plus rapidement. On va regarder au niveau de la partie Data Explorer les différentes données qui sont à notre disposition pour bien vous montrer que ce qu'il est en train d'afficher, c'est la partie Cosmos et qu'il n'y a vraiment aucune manipulation en dehors de la chaîne de connexion qui a été modifiée. Ça, c'est l'effet Luxembourg. Faut passer tous les contrôles douaniers. C'est l'effet Luxembourg. C'est ça, je n'ai pas montré mon attestation, donc du coup, il y a quelques blocages en fait à la frontière. Voilà, donc vous avez ici accès en fait à mon Data Explorer. Vous avez le Beer Data, vous avez l'Entities, vous avez normalement qu'une seule ligne d'entité qui va apparaître ici. Bon, vous en avez une deuxième qui n'est pas top. Excellente, celle-ci, je n'ai pas gardée, mais bon, c'est vraiment la première en fait qui va vraiment s'afficher ici au niveau de votre reviews. Donc vous avez vraiment cette partie-là. Vous avez vu sans aucune manipulation de code. Vous pouvez très facilement basculer. Donc pensez, dès que vous faites le design en fait de votre application, à peut-être isoler certaines chaînes de connexion de manière à pouvoir très facilement basculer en fait sur des choses comme Cosmos DB. Voilà, vous avez vraiment l'intégralité de la démo. Et du coup, là, Philippe, je peux vraiment te repasser la main puisque la démo est fonctionnelle. Donc je te laisse repasser sur les slides. Ça marche. Merci. Donc voilà, donc on a vu effectivement cette possibilité d'évolution derrière qui est quand même sympa. Alors la question quand même, on vous a parlé beaucoup de services, de plein de cas d'usage différents. La question maintenant c'est quand est-ce qu'il faut choisir le storage, puisque c'est pas toujours la réponse non plus. Même si franchement c'est un des services les plus complets pour moi d'Azure, c'est vraiment un incontournable. Alors dites-vous simplement, s'il y a une slide à retenir, ça va être celle-là. Le reste, vous pourrez retrouver les infos. Pensez au storage. Quand les données que vous avez à stocker peuvent se passer d'un vrai SGBD, donc tout en vous laissant la possibilité d'évoluer par la suite. C'est ce qu'on a vu. On avait des données qui étaient assez simples, des tables, on n'a pas forcément besoin d'avoir de relations, c'est assez basique. Par contre, c'est pas cher du tout, c'est hyper performant pour le besoin qu'on a, et même quand on va scaler, c'est pas un souci puisque c'est géré pour nous. Et c'est hyper simple. Vous avez besoin d'un système de queue simple et moins cher qu'un Event Hub. Alors, je précise moins cher. À partir du moment où vous êtes en tout cas, vous n'avez pas de limitation, par exemple sur les queues du storage, vous n'avez pas de garantie de traitement, comme vous avez aussi avancé avec des stratégies aussi avancées que vous avez sur un Event Hub. Mais par contre, pour un usage simple comme c'est le cas de se brancher même à Azure Functions, ce genre de choses, c'est suffisant. Et tant que vous êtes en dessous de 10 millions de messages par mois, vous serez moins cher avec un queue storage qu'un Event Hub. À partir de ce moment-là, quand vous rentrez dans ces volumes-là, ça commence à s'inverser un petit peu, ou à s'équilibrer du moins. Vous voulez un système de drive un peu custom ou un stockage hybride performant, vous pouvez y aller avec du file share, puisqu'en fait, le file share, on en a parlé assez peu, puisqu'au final, c'est vraiment du stockage un petit peu hybride, du SMB, ce genre de choses, mais vous allez du coup pouvoir vraiment mettre un mapping sur un lecteur local, faire de la synchro comme vous feriez avec un drive. Vous avez besoin d'héberger un site web et vous avez la possibilité de faire du statique website, donc avec des ressources statiques, comme on a pu le montrer. Vous pouvez en fait héberger votre site web avec des performances vraiment au top et tout en gardant le contrôle en fait sur le prix, même si vous avez une forte augmentation de charge. Typiquement, vous faites une architecture où vous avez le site web en statique et une API en Azure Function. Vraiment, vous avez des performances au top, vous êtes hyper scalable et du coup,
vous simplifiez à fond votre architecture et ça vous coûtera peanuts au départ et très peu quand ça augmente. Vous souhaitez héberger vos sauvegardes, bon là forcément, il y a un service qui est fait pour. Et voilà, bon, plein d'autres cas, on a essayé de décrire un petit peu, mais c'est en tout cas les premiers trucs à garder en tête. Et enfin, si vous voulez aller un peu plus loin, j'en profite puisque on a récemment annoncé l'organisation d'une grosse conférence européenne sur les architectures cloud native. Donc typiquement, vous êtes sur des solutions d'architecture, parler des solutions d'architecture vraiment qui ont été rendues possibles grâce à ce type de services qui ont émergé avec le cloud. C'est vraiment le lieu où aller. On va parler d'architecture, de recettes, de design pattern, de technologie. Et alors c'est multi-cloud. On aura des tracks français et anglais. C'est le 11 mars et vous pouvez déjà trouver toutes les infos en tout cas sur thecloudfirst.io. Ce sera vraiment, en tout cas, c'est vraiment aller plus loin avec cette première intro, cette première entrevue qu'on vous a donnée en termes d'architecture et de nouvelles possibilités du coup qui ont émergé grâce au cloud. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter cette page. Et en attendant, on vous remercie et s'il y a des questions, c'est